Salut tout le monde, et oui, je sais, normalement ça aurait dû te le dire anecdote sur Assassin's Creed qui devait sortir, mais de un, je n'ai pas eu le temps ces dernières semaines, et de 2, avec le pseudo-confinement, je ne peux plus vraiment tourner chez moi, donc elle sortira très certainement l'année prochaine. Bref, on est parti une nouvelle fois pour reparler de One Piece, et cette fois-ci, on va se concentrer sur l'utilité des primes des 4 empereurs, car oui, spoiler, ils ont bel et bien des primes. Alors, cette vidéo sera séparée en 3 parties. En quoi consistent les primes, l'influence des 4 empereurs dans le monde de One Piece, et l'utilité des primes des empereurs. Dans l'univers de One Piece, les avis de recherche concernent des personnes qui représentent une menace contre le monde et contre le gouvernement mondial. Sur chaque avis de recherche se trouve forcément une image de l'individu concerné, la mention Dead or Alive, donc mort ou vif pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, et forcément une prime. Cette prime est une récompense donnée par le gouvernement mondial afin de motiver les populations à les aider à traquer les criminels. Je pense notamment aux chasseurs de primes. La plupart des primes sont bien entendu celles de pirates, mais également de criminels internationaux comme Dragon ou même des personnes susceptibles de présenter une menace pour le gouvernement mondial, comme pour Robin, qui a eu sa première prime à l'âge de 8 ans, car elle savait déchiffrer les poneglyphes et risquait de dévoiler des choses jugées interdites par le gouvernement mondial. La prime pour la capture est décidée par un membre du GM. La notion dead or alive est importante ici car le montant de la prime peut varier si le criminel est ramené vivant ou mort. En effet, si le criminel est ramené vivant, la personne l'ayant capturé touchera la prime à 100%. A l'inverse, si le criminel est mort, la prime n'est perçue qu'en partie car la marine ne pourra pas faire d'exécution publique et n'aura pas vraiment de preuves concrètes sur l'identité du criminel auprès des populations. Il est également possible d'avoir une mention Only Alive. En ce qui concerne les photos, celles-ci peuvent être approximatives, voire ne pas ressembler à l'individu recherché, comme ce fut le cas de Sanji et Usopp à une époque, ou même Charlotte Crackers. Les primes représentent le niveau de dangerosité de l'individu vis-à-vis du gouvernement mondial, et donc plus elle est élevée, plus l'individu représente une menace. La plupart des pirates se réjouissent de leurs primes, notamment quand celle-ci augmente car elle est synonyme de leur force. C'est cependant handicapant dans certaines mesures, car plus la prime est élevée, plus les personnes à leur recherche sont puissantes, la marine mettant plus de main d'œuvre pour capturer ou tuer un pirate jugé dangereux. Si une prime atteint les 100 millions de berries, c'est que l'individu concerné a commis un acte, déjà illégal, mais surtout qui peut troubler l'équilibre du monde. Et étant donné qu'une prime représente plus ou moins la force d'un individu, si celle-ci augmente rapidement, le gouvernement mondial peut demander à ce pirate de devenir l'un des 7 grands corsaires, un pirate sous l'autorité du gouvernement, mais qui obtient certains avantages. Je m'arrête ici pour les grands corsaires car je pense faire une vidéo entière sur le sujet. Là, je vais dire un truc très important et que beaucoup de gens oublient ou ignorent. La prime d'un personnage ne reflète pas uniquement sa puissance. Non, parce que je ne compte plus le nombre de débats complètement débiles ou inutiles sur la puissance de tel ou tel personnage parce que la prime est plus élevée. Ah oui, la communauté manga peut quand même être bien cancer, il y a juste à regarder le YouTube manga français avec les titres et miniatures putaclic, les théories à la con, à chaque fois qu'un nouveau chapitre sort pour le remarquer. Je m'égare complètement en fait. C'est bon, j'ai une boussole. Ok, donc la prime d'un criminel est attribuée selon plusieurs critères différents. Le niveau de dangerosité par rapport au gouvernement mondial, par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure pour Robin, l'impact sur les populations, là on peut prendre l'exemple de Kid lors de l'arc des Sabondi qui avait une prime supérieure à celle de Luffy car ils s'en foutaient d'impliquer les innocents, les actions du personnage, notamment Luffy qui a réussi à survivre à un Buster Call, l'influence du personnage comme pour les empereurs, et la puissance du personnage. Comme vous le voyez, les primes reflètent surtout le niveau de menace pour le gouvernement mondial. Ce qui n'est pas toujours juste car Chopper a quand même réussi à s'infiltrer à Enies Lobby, a battu l'un des membres du CP9 et a réussi à s'enfuir tout en évitant Buster Call. Mais vu qu'il n'est vu que comme l'animal de compagnie de l'équipage, il n'a une prime que de 100 berries. Tout comme Beppo qui est dans un cas similaire. A l'inverse, Usopp a une prime plus élevée que Franky ou Brook. De plus, il ne faut pas toujours se fier à 100% à une prime, car celle-ci peut être plus élevée ou plus faible que la réelle menace que représente un personnage. Une prime peut bien entendu augmenter aussi en fonction de plusieurs critères. S'il commet des crimes contre les populations ou le gouvernement mondial, s'il bat une ou plusieurs personnes qui possèdent une certaine renommée, comme Luffy lors de l'arc Toadland, s'il commet des crimes pires que ceux qui ont valu sa prime précédente, s'il défie ouvertement le GM ou la marine, comme les révolutionnaires, s'il a des liens familiaux avec des criminels reconnus, ou s'il rejoint un puissant équipage pirate comme celui d'un empereur. Il est également possible que la prime des membres d'un équipage augmente si celle de son capitaine augmente. D'ailleurs, petite parenthèse, comme vous le savez, la première prime de Luffy était de 30 millions de berries, soit un record pour une première prime, et la première prime d'Usopp, après Enies Lobby, était également de 30 millions de berries.
Donc Usopp représentait à ce moment-là une menace égale à celle de Luffy quand ce dernier a eu sa première prime. Bien entendu, une prime ne peut pas diminuer et peut même subsister pendant des dizaines d'années si le criminel en question n'a toujours pas été trouvé. Cependant, la prime peut être gelée si le pirate a une utilité pour la marine, comme les grands corsaires. Bien sûr, la prime n'existe plus si le pirate est capturé ou est mort, comme ce fut le cas pour Roger ou Ace. La seule exception existante est pour les esclaves des dragons célestes, la marine fermant les yeux sur ses activités et laissant les criminels. Néanmoins, comme Voldemort, s'ils réussissent à s'échapper, ils sont de nouveau traqués et leur prime peut augmenter. Il existe toutefois un seul cas où la prime a été annulée, et ce cas est celui de Django, qui a par la suite rejoint la marine. Mais si, Django, l'hypnotiseur. Ah voilà, lui. Les quatre empereurs sont donc les quatre pirates les plus puissants du monde et règnent sur la seconde moitié de Grand Line, le Nouveau Monde. Ils font partie des trois grands pouvoirs du monde de One Piece avec les sept grands corsaires et la marine. Ils possèdent plusieurs territoires et plusieurs îles sous leur protection, ce qui fait que la simple mention de leur nom suffit à dissuader un quelconque pirate de s'en emparer. Plusieurs populations sont même directement sur leur territoire pour une protection optimale. Les empereurs sont tous à la tête d'un énorme équipage pirate composé de plusieurs équipages alliés, ce qui font d'eux une réelle menace dans le Nouveau Monde. En effet, une partie de leur force réside dans leur armada, qui sont généralement sous les ordres de commandants, comme pour l'équipage de Barbe Blanche. D'ailleurs, en parlant d'eux, Marco et Vista étaient plus ou moins en état de rivaliser avec les amiraux Kizaru et Aokiji. Après, cette information est à prendre avec des pincettes. Pour en revenir aux commandants, que ce soit les Sweet Commanders de Big Mom ou les trois calamités de Kaido, ils dépassaient à l'époque tout ce qu'on avait vu auparavant au niveau prime et puissance, notamment Katakuri, sans compter, bien sûr, les empereurs. Les commandants sont considérés comme très dangereux par la marine, comme le démontrent leurs primes les plus élevées qu'on ait pu voir hors empereur. À titre individuel, les quatre empereurs sont surpuissants, si bien que même la marine n'engage jamais de combat contre eux, mais les surveille tout de même. Pour preuve, un seul empereur et son équipage ont demandé à la marine toutes leurs forces disponibles, dont les vice-amiraux, amiraux et grands corsaires. En un contre un, Barbe Blanche, 72 ans, malade, dominait un amiral. Bon, après, il était considéré comme l'homme le plus fort du monde et possédait le fruit du démon de type paramécia le plus puissant qui existe. La seule influence de Shanks suffit à arrêter la guerre au sommet. C'est surtout grâce aux grands corsaires, à la marine et à leur méfiance vis-à-vis des trois autres que les empereurs ne dominent pas le monde, même s'ils font un peu ce qu'ils veulent. Une alliance entre deux empereurs est une crise majeure pour la marine car cela risque de bouleverser les trois grandes puissances. Law a dit qu'il n'existe que deux moyens de survivre dans le nouveau monde. Soit rejoindre l'équipage d'un empereur, soit les combattre en faisant diverses alliances. Et même dans cette seconde option, les chances d'en battre un restent faibles. Merde, il me faut une transition. Les empereurs ont donc des primes démesurées de par leur influence et leur puissance, car deux d'entre eux sont quand même sur Grand Line depuis des dizaines d'années. Actuellement, la plus grosse prime qu'on ait vue et qui est encore active est celle de Kaido avec 4 milliards 611 millions 100 000 berries, suivi de Big Mom avec 4 milliards 388 millions de berries, de Shanks avec 4 milliards 48 millions 900 000 berries, et enfin Barbe Noire avec 2 milliards 247 millions 600 000 berries. Mis à part Roger et Newgate, aucune prime n'a jamais dépassé ce montant. On arrive donc enfin au sujet principal de cette vidéo. Est-ce que leur prime a réellement une utilité ou même un sens? Là je vous répondrai oui et non. Comme je vous l'ai expliqué tout le long de la vidéo, les primes recensent le niveau de menace d'une personne. C'est pour cela que les empereurs ont une prime aussi élevée car aucun pirate ne leur arrive à la cheville. Mais est-ce que arriver à un tel montant n'est pas plutôt absurde? Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend le sens exact d'une prime, celle-ci a pour but qu'une personne n'ayant pas elle-même une prime, logiquement, donc qui soit inconnue, capture ou tue le criminel en question. Or, personne ne peut rivaliser avec un empereur. Après, peut-être qu'il existe un chasseur de primes surpuissant, mais premièrement, l'univers des chasseurs de primes n'est pas beaucoup exploité par Oda dans son œuvre, et deuxièmement, un inconnu comme ça ne peut pas battre un empereur alors même que la marine y arrive à peine. De plus, les empereurs sont mondialement connus pour leurs méfaits, donc ça n'a pas réellement de sens de mettre des primes à ces pirates. Après, bien entendu, c'est toujours génial de découvrir la prime d'un nouveau personnage, surtout pour les empereurs au tome 95, mais quand on y réfléchit un peu, elles n'ont plus réellement de sens pour des pirates aussi connus et puissants qu'eux. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, ça fait un petit moment que je n'avais rien sorti, mais bon, les abonnés de longue date commencent à être habitués.
Si tout va bien, 2 vidéos sont encore prévues pour décembre, donc on verra si j'ai du temps. Bref, prenez soin de vous, faites attention au corona et à la prochaine pour une prochaine vidéo.